Je sais pas si je fais bien, mais j'ai envie de vous partager hem, de vous dire en fait que ma sclérose en plaques, finalement, n'est qu'un des éléments de ce que j'appelle, ma santé traumatique. Au cours de ma vie, j'ai traversé différents événements, notamment au niveau de ma santé, quand j'avais, heu 24 ans, je crois que c'était. J'ai connu, une phobie sociale, pendant 5 ans, qui a commencé par, des troubles de l'attention et de la mémoire. C'est-à-dire que j'étais à la fac de droit à l'époque, en licence, et j'avais beau travailler, non, j'avais fini ma licence, j'étais en maîtrise, carrière judiciaire, et j'avais beau préparer mes cours, mes examens, mes TD, le lendemain, quand arrivait, l'interrogé, bah, trou noir. Bref, c'est comme ça que ça a commencé, et on sait avec le temps, on a su qu'en même temps, j'avais eu une poussée de troubles cognitifs, puisque des années plus tard, on a pu, faire, une IRM, on a vu des taches, hein. Il y en avait une douzaine, dont, au niveau, qui correspond aux aux troubles, cognitifs. Hem, Ma sclérose en plaques a débuté par une fatigue chronique arrivée vers 11 ans, après le décès de mon grand-père. Ça, en fait, si vous voulez, c'est un peu comme quand on tire le fil, d'une pelote de laine, on arrive à dénouer, enfin délier, comment dire ça? Refaire son parcours. C'est un peu comme, pendant des années, on qu'est-ce que j'ai? Les médecins me disent: «C'est dans la tête», ma mère et moi, on dit: «Non, c'est pas possible, si j'ai du mal à marcher, ça peut pas être dans la tête», même le psy qui me demande: «Alors, racontez-moi de ce que ça vous évoque», après, quand on nous a posé le diagnostic, on s'est dit: «C'est ridicule, quoi», et donc du coup, on rembobine un peu et on se dit: «Tiens, mais ma fille, tu étais tout le temps fatiguée et puis tu as eu la mononucléose à ce moment-là», et puis voilà, ça a été aussi le déclencheur. Il y a pas qu'un seul élément, hein, on le sait, mais ça plus ça, bingo. Et bien, voilà, j'ai connu donc, la fatigue chronique, ça a été, le plus handicapant depuis longtemps. Alors ma fatigue chronique à l'époque, elle était pas comme maintenant. On va dire que ça s'est aggravé, et oui, je repensais à un reportage que j'avais vu, la personne, disait qu'elle devait dormir 5 heures l'après-midi, enfin c'était horrible. Ça peut être très handicapant, la fatigue chronique. En tout cas, moi, ça a commencé comme ça, et c'est ça qui est un des éléments qui m'a empêchée de travailler dans ma vie. Travailler, je vais dire un autre mot parce que je travaille, mais je j'ai pas été rémunérée pour ce travail, j'ai pas pu avoir un travail salarié, métro boulot dodo, c'était pas pour moi, et on savait pas pourquoi. Donc on a mis beaucoup de temps avant de diagnostiquer la maladie qui n'a été diagnostiquée qu'en 2007. Donc j'ai vécu, cette phobie sociale, jusqu'en 2001, et en 2001, je suis arrivée à me débarrasser des anxiolytiques et d'antidépresseurs qu'on m'avait donnés, puisqu'à l'époque on m'a diagnostiqué la phobie sociale, en même temps j'avais des attaques de panique, on m'a dit que j'étais dépressive, je pense pas que j'étais réellement dépressive, enfin, tu vois, c'est un cocktail, terrible, puisque forcément, hein, quand on nous aurait plein de choses à un moment donné, bah oui, on n'est pas loin de la dépression, en tout cas, et je m'en suis sortie, comment dire ça? Grâce au chat, mon élevage de chats, ça a été vraiment la passion pour moi, et en même temps, j'ai quand même aussi suivi un atelier de psychodrame, qui m'a beaucoup aidée, et après, j'ai repris les études en 2001, d'abord par correspondance, et en fait, donc j'ai connu 5 ans de phobie sociale. Donc les phobies sociales, si vous ne connaissez pas, c'est pas vraiment la peur des autres, en fait, parce que souvent on dit: «C'est la peur des autres», mais moi j'avais des grosses angoisses, des attaques de panique qui étaient augmentées au contact d'autres personnes. C'était pas ça, comment dire? Même chez moi, j'avais ces attaques de panique, elles étaient là. C'est pas que j'évitais tout contact social, mais je pouvais plus sortir, c'était pas loin de l'agoraphobie, en fait.
Bref, j'en reparlerai si ça vous intéresse et donc pendant 5 ans, ça a été ça et puis pendant 30 ans, j'ai connu l'anorexie, fait des troubles comportement alimentaires, à tel point qu'il a fallu, me sonder, oui, me mettre une sonde, avec être nourri, alimenté et aussi hydraté. En fait, quand on m'a sauvé la vie, il y a 2 ans, hein, c'est pas si loin, hein, finalement, eh bien, j'ai pris conscience que j'étais pas seulement dénutrie, enfin pas seulement j'étais anorexique. Alors je n'aime pas parler de ce mot anorexique parce qu'on a l'impression que on a toujours cette image, et d'ailleurs c'est à cause de ça que j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter la sonde, cette image très négative de la jeune fille qui se rend pas compte qu'elle est maigre et qui veut perdre du poids. Et alors que moi, si, je me rendais compte que j'étais maigre et je voulais en prendre du poids, mais j'arrivais pas, c'était mécanique, presque. C'était mon estomac, il s'était ratatiné comme un, vous savez, un vessie, on dit qu'elle se ratatine dans une vessie neurologique. Eh bien, il a fallu rééduquer mon estomac. Donc en fait, c'est parti sans doute de problèmes psychologiques, il a fallu du temps, je vous expliquerai un jour si ça vous intéresse aussi. En fait, j'avais l'anxiété à manger. C'est pas que je voulais perdre du poids, c'est une forme assez atypique, je dirais, d'anorexie. Mais anorexie, c'est en clair, c'est pas à l'image de la jeune fille qui veut perdre du poids, qui a pas conscience qu'elle est maigre. Et l'anorexie, vraiment, au niveau médical, c'est de pas manger pour combler ses besoins. Hein. C'est pas au point d'arriver à combler ses besoins. Donc, au fil du temps, mon estomac arrivait très vite à satiété. En plus, avec la sclérose en plaques, on a ce qu'on appelle la gastroparésie. Donc, la satiété arrivait très vite. Et en même temps, enfin, c'était très compliqué pour m'alimenter. Et surtout, ça m'a conduit à avoir une perte de poids assez impressionnante au fil du temps. Et quand j'avais des boules de cortisone, je me souviens, je n'arrivais pas à bien m'alimenter, d'une part, parce que l'extérieur, j'avais peur de quand je m'alimentais, il y a quelque chose qui rentrait dans mon corps, j'avais peur d'être malade. Il faut savoir que à tous les repas, quasiment tous les repas, j'avais mal au ventre, j'ai souffert de ce qu'on appelle la dyspepsie fonctionnelle, donc des douleurs digestives. Et ouais, en même temps, je repensais à ce gastro-entérologue qui m'avait dit qu'il faut aller voir un psychologue spécialisé au MDR, parce qu'on s'est rendu compte que ce que vous avez subi, ça peut provoquer des problèmes digestifs fonctionnels. Bref, j'en étais donc pendant 30 ans, sous poids. J'étais à. Alors, première perte de poids, ça a été en même temps que la phobie sociale, que le début de la phobie sociale avec cette tête de panique. J'ai perdu, je suis passée de 59 kilos à 50 kilos. Quand je suis rentrée chez moi, chez mes parents, c'est le seul moment où je suis partie chez mes parents pendant 6 mois. Et quand je suis rentrée, qui correspondait en même temps à la poussée de troubles cognitifs, et sans doute aussi un stress post-traumatique, tout s'est un peu mélangé si vous voulez. À ce moment-là, j'étais à 50 kilos. Et à quel moment j'ai perdu vraiment du poids? Eh bien, en fait, c'est quand j'ai commencé à faire les boules de cortisone. À chaque fois que je faisais un boule de cortisone, j'ai perdu du poids. J'étais hospitalisée, j'ai perdu du poids, et j'arrivais jamais à récupérer. Et donc, quand on a fait les premières IRM, je pesais 49-50 kilos. Voilà. Et au fil des bonus, j'ai perdu, je suis arrivée à 46. Et puis en 2011, j'ai eu des problèmes urinaires, des infections urinaires à répétition. À l'époque, j'essayais, on me disait prendre la canneberge, du cranberry. Alors, quand j'en prenais 2 GU par jour, ça arrivait à me calmer les infections urinaires. Mais maintenant, je sais que c'est parce que je buvais pas assez, en fait. J'arrivais même pas à prendre, je vais prendre une bouteille comme ça, vous voyez, dans la journée. Maintenant, j'en suis à une comme ça, et voilà, c'est ma peinture. Et une comme ça, donc j'en suis à minimum 750 millilitres, autour de 1 litre. À l'époque, c'était ridicule, quoi. Donc c'est à cause de ça que je faisais des infections urinaires.
alors j'en étais, voilà, en 2011, donc à cause de ça, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids. Parce qu'en fait, à chaque mois, on me donnait des antibiotiques. Et moi, avec mon estomac, ça n'allait pas du tout. Et j'avais la hantise de ces antibiotiques à tel point que je demandais à ce qu'on me fasse en injection. Vous imaginez? Et le neurologue, il comprenait pas, quoi. Quoi? Des antibiotiques en injection? Mais il suffit juste d'ouvrir la bouche et d'avaler le comprimé, quoi. Voilà. Et bref, où j'en suis? Voilà, donc j'ai pas eu de poids. Je suis arrivée à 40 kilos. 40 kilos, j'ai fait ce poids-là pendant une dizaine d'années. Et arrivé en décembre 2023, j'ai attrapé le Covid par mon de vie. Et quelque part, je pense envie de lui dire merci maintenant. Mais à l'époque, je ne lui disais pas merci. Parce que forcément, voilà. Bref, ça a été une lutte pour moi. Parce que je pensais que c'était parce que j'avais des mycoses dans la bouche. Mais en fait, non, mon état était lié surtout à ma déshydratation. Parce qu'en plus, voilà, c'est ça. Donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais déshydratée parce que je me suis rendu compte. Bon, je sais pas voilà, je recule, comment dire. J'essaie de vous expliquer ma santé traumatique. Et là, je vais quand même vous expliquer que pendant cette hospitalisation, on m'a fait voir une orthophoniste. Voilà. Et c'est là, ce jour-là, où je me suis rendu compte que vraiment, il y avait comment dire, de l'origine de mon problème, en fait. Parce que durant toutes ces années, j'ai tenu avec mes 40 kilos, même si chaque hiver, je me disais, si je chope une grippe, bon, ça m'est arrivé de choper une grippe. D'ailleurs, j'ai chopé la grippe au moment où j'avais repris du poids à 46 et j'ai tout reperdu. J'étais sur un fil pendant toutes ces années. À quel point j'étais sur un fil, quoi. 40 kilos pour 1m66. Et donc, à ce moment-là, en janvier 2024, je suis descendue à 34 kilos. Imaginez, 34 kilos. Quand je vois les photos, oh là là. Et à un moment donné, je dis à mon aide de vie, c'était à quel moment? J'étais déjà sous la sonde, je crois, oui. Je suis si mal que ça que tu as l'air de dire, ben, prends-moi des photos de moi, de mon corps. Elle m'a pris en photo. Et là, quand je me suis vue, oh là là. Mais je voyais dans le regard des autres aussi. Quand j'étais à l'hôpital, on m'a tout essayé, on m'a fait faire une gastroscopie sans anesthésie. Je ne vous recommande pas, ça fait super mal. On m'a fait faire une mammographie et le médecin qui me voyait, je sentais bien son regard qui me disait oh, la pauvre, elle est dans un état. Et donc ce jour-là, je me suis pleuré et j'ai dit plus jamais ça. Et là, j'étais convaincue que j'allais me battre pour arriver à reprendre du poids. Mais au-delà de ça, c'est surtout que j'ai réalisé, je me suis dit, Christelle, comment t'es arrivée dans cet état-là, quoi? Qu'est-ce qui explique ça? Et à ce moment-là, j'ai commencé à écrire mon témoignage sur... j'essayais de comprendre, voilà. Et je suis partie comme un film à suspense. Donc j'ai commencé à écrire un petit peu ce que ça me faisait, à quoi ça me faisait penser, pourquoi j'arrivais pas à manger. Alors, donc en même temps, on rééduquait mon estomac, donc grâce à la sonde qui a duré presque 6 mois. Je l'ai porté 6 mois, hein. On m'a donc nourri à la nutrition entérale, j'ai repris du poids petit à petit, petit à petit. En même temps, surtout, j'ai appris à boire. J'arrivais pas à boire. À l'époque, je voulais vous montrer comment je faisais ça. J'avais bu pour moi, quoi. Alors, je vais toujours le mettre là comme ça, parce que sinon, j'ai toujours peur quand même de faire des fausses routes. Mais j'arrive à boire vraiment, quoi. Ça paraît bête. Ça paraît très bête. Un truc très simple, boire, manger. Mais punaise, c'est vital, quoi. Et moi, j'arrivais plus. Donc, pourquoi? Donc, j'ai commencé à écrire mon témoignage, je raconte ma vie aujourd'hui. J'ai écrit un livre dont ça s'appelle Une anorexie affamée. Une anorexique affamée. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, la personne, c'est pas qu'elle n'a pas faim, hein, c'est qu'elle n'arrive pas à manger, alors pour d'autres raisons, psychologiques et tout. Et donc, en relisant mon livre,
il y a des passages quand même que je citais qui disent comme ça, c'est pas normal et puis, petit à petit, je dirais pas que je suis sortie de l'amnésie traumatique. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ces mécanismes liés au trauma, on parle d'amnésie traumatique, on parle de sidération, on parle de dissociation. Bon, tout ça, c'est très intéressant, moi, je trouve. Il faut lire les travaux de Mihail Salmona pour en savoir plus. Moi, j'étais pas tout à fait dans l'amnésie traumatique, plutôt dans, oui, allez, on va dire amnésie traumatique, mais pas sur les faits en eux-mêmes, mais sur la gravité, en fait. C'est un peu comme si, quand vous avez vécu euh, pendant l'enfance et toute votre vie, peut-être, parce que moi j'ai été aidante de mes parents, on vous a donné des baffes, on vous a donné des coups. Vous savez quand on vous a donné des coups. Bon, mais vous êtes dissocié. Donc en fait, les coups, vous avez conscience. Donc on n'est pas dans l'amnésie traumatique, il n'y a pas une amnésie réelle, mais c'est sur la gravité. En fait, à un moment donné, vous vous réveillez. Ça c'est dur, hein. C'est dur. Et vous vous rendez compte, bah, mais attends, mais là, mais ce jour-là, elle m'a donné une gifle. Mais putain, mais ça m'a fait mal. Et pourquoi je me suis pas rendu compte avant que ça faisait mal? Et là, vous réalisez que les parents que vous aimez le plus au monde, enfin, je veux dire, je crois que toute sa vie, on adore sa mère, son père, enfin, eh bien, vous vous rendez compte que si vous êtes en fauteuil, c'est peut-être un petit peu à cause d'eux. Un petit peu, enfin, pour cette santé traumatique, comme je l'appelle, c'était un peu beaucoup à cause d'eux. Voilà. Et en plus, on peut pas en parler, parce que, enfin, déjà, ma mère, elle est morte, hein, et puis même, si elle était en vie, je pourrais pas lui parler. Parce qu'elle n'avait même pas conscience de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a pu dire, de ce qu'elle a son comportement. Elle n'en a pas eu conscience du tout. Moi, j'avais conscience que c'était pas tout à fait normal. Mais le mot a été posé au bout de, comment dire, au fil de mes recherches. J'ai tapé abus sexuels, sclérose en plaques, tout ça étant, bref. Et par rapport à ce que j'ai vécu, certaines choses, j'ai même maintenant, j'interroge ChatGPT, il me répond, et c'est marrant d'ailleurs. Bon. Et bah, au final, il y a un mot qui est sorti, c'est incestuel. C'est pas l'inceste, c'est l'incestuel. Alors, j'ai eu aussi l'inceste par mon grand-père, mais bon. Et, euh, et ces climats, euh, ça peut être tellement de choses différentes, mais voilà, je suis en train d'écrire un livre sur le sujet. C'est pas facile d'en parler. Et en fait, là, comme je vous dis, c'est très difficile quand on se rend compte. C'est comme une amnésie traumatique, hein, c'est plus proche du déni que de l'amnésie. En tout cas, c'est l'amnésie sur la gravité des faits. Et je comprends très bien les personnes qui vivent cette amnésie traumatique. Et d'ailleurs, par rapport à mon histoire de mon grand-père, c'est la même chose. J'ai vécu ça en me disant, mais finalement, j'ai parlé quand j'étais petite, parce que ma mère me dit, pourquoi tu as ce malaise-là? J'ai parlé, mais la famille a banalisé. Voilà. Ouais, c'est pas si grave. Ah. Qu'est-ce que t'en sais? Tu sais pas ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que t'en sais? Personne ne m'a interrogé. Personne n'a pu comprendre. Toute ma vie, j'ai vécu avec ça et c'est compliqué à gérer parce que personne, en fait, au-delà de ce qui s'est passé, c'est surtout qu'aucun adulte n'est venu me dire, la petite fille que j'étais, tu sais, Christelle, ce qui s'est passé là, on va t'expliquer. C'est ce que tu as ressenti, mais tu n'aurais pas dû le ressentir, petite. C'est ton grand-père. Et moi, je me disais, mais pas possible. De pouvoir dire, imaginer que son grand-père, qui nous a pris dans les bras, nous donne du plaisir, mais s'il nous fait autre chose, ça nous donne aussi du plaisir, oh là là, toute sa vie, on dit, mais on n'est pas un peu dérangé. Et voilà, il aurait fallu qu'un adulte vienne me parler à moi, petite fille, pour me dire, là, ce qu'il a fait. C'est pas ta, enfin, il aurait pas dû le faire, ça, tu le ressens, mais c'est pas ta faute. Et ça me rappelle dans le Squarneck, il y a la femme qui disait, ouais, aussi, elle, à 5 ans, elle était encoulée à son grand-père, ou à son nom, je sais plus. Comme si c'était l'enfant qui est sous les jambes du grand-père, c'est sa faute. Si, si l'adulte, il, comment
comment je pourrais dire ça? Il commet des actes répréhensibles? Ben non. L'enfant, il cherche la tendresse. L'adulte, s'il y répond par autre chose, c'est pas normal. Voilà, bref. Et donc, le climat incestuel, c'est tout ce climat de banalisation. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Et donc, moi, j'avais conscience, enfin, je savais ce qu'avait fait mon grand-père, mais tout le monde a banalisé. Et donc, voilà, et du jour au lendemain, enfin, du jour au lendemain, non, ça s'est fait par flash, plutôt, il y a eu, ça m'a pris beaucoup de temps. Il faut sortir de l'emprise familiale, maternelle, en l'occurrence, pour réaliser la gravité des faits et à un moment donné se dire, ben, comment reprocher à ses parents? On est tiraillé en fait. D'un côté qui dit, ben oui, là si je suis en fauteuil roulant, c'était en partie à cause de ma mère, mais elle n'avait même pas conscience. Et, et là, quand on parle des enfants victimes, des abusés, tout ça, on parle très peu des conséquences à l'âge adulte. On va parler de nos enfants, mais et les adultes? Quand ils deviennent des adultes, qu'est-ce qui se passe? Quelque part, leur vie, elle a été. Alors, il y a des gens qui arrivent à. Des personnes qui arrivent à. Pour ceux qui ne se suicident pas, parce qu'il y a beaucoup de suicides, hein, pour ceux qui arrivent à fonctionner pas trop mal et qui arrivent à ce qu'on appelle la résilience, ils essayent de s'en sortir un peu, mais ça reste des adultes cabossés, quoi. Et bien ça, on n'en parle pas du tout. On n'en parle pas du tout, je trouve, très peu. Donc là, j'ai un document de Mélanie Salmouna qui s'appelle La mémoire traumatique, violence sexuelle et psychotrauma, la maltraitance des mineurs. C'est organisé par l'ENM. L'ENM, c'est l'École nationale de la magistrature et à la Cour de cassation. Et à un moment donné, elle parle de la méconnaissance de l'impact majeur des violences sexuelles sur la santé des enfants. Et là, je prends un peu d'eau parce que j'ai mon nez tout de suite qui se bouge quand je parle de choses qui me... Soit j'ai la gorge qui j'ai du mal à parler, soit c'est le nez. Les conséquences sur la santé à long terme. Et elle cite, parmi beaucoup d'autres choses, hein, maladie et suicide, troubles dépressifs, addiction, troubles cognitifs, maladies liées au stress, maladies cardiovasculaires, respiratoires, épilepsie, troubles de l'immunité, maladies infectieuses et auto-immunes. 2 points, sclérose en plaques. Après, il y en a d'autres. Hein. Il cite aussi les troubles alimentaires, boulimie, anorexie, enfin voilà. Quand vous lisez tout ça, vous dites, oui, il y en a quand même pas mal, on peut avoir pas mal de. Voilà. Donc maintenant, je vais finir cette vidéo par une nouvelle, donc une nouvelle littéraire. J'ai participé à un concours et je viens de. Comment dire? Je pense que ça peut être. Comment ça peut être sympa? Je vais vous la lire, voilà. Je l'ai intitulée On ne quitte pas si facilement le clan familial. D'abord, je voulais vous dire, ouais, c'est difficile de se dire, mince, si toute cette santé traumatique est liée à, comment dire, c'est un peu comme une double peine. Vous avez connu l'inceste. Vous réalisez que vos parents, ils étaient incestuels. Et vous allez mieux comprendre quand j'ai lu le texte, pourquoi je dis ça. Et en plus, là, si je suis en fauteuil, c'est en partie, parce que je ne vais pas dire que c'est que ça, bien sûr, c'est un multifactoriel, hein. À cause de mes parents, ce que j'ai vécu là, c'est chaud quoi. C'est dur. C'est dur. Bref, je vous lis ça. On ne quitte pas si facilement le clan familial. Décembre 2015. J'ai fait connaissance avec Jaïla, qui va devenir mon auxiliaire de vie. J'ai fait appel à elle parce que ma mère vient de tomber gravement malade. Le médecin vient d'annoncer qu'elle souffre d'une sclérose latérale amyotrophique, une maladie mortelle. Mon père est traumatisé crânien et aphasique. Aphasique, ça veut dire qu'il a trouble de la parole. À la suite d'un grave accident de deltaplane. Et moi, je suis également touchée par une maladie chronique qui porte le nom de sclérose en plaques. Quand Jalila nous rencontre, elle ne sait pas que je suis aidante familiale depuis mes 21 ans. Voilà, c'est le choix de ma mère de garder mon père.
À aucun moment elle s'est dit on va le placer. Bon, ça aurait été difficile parce qu'à l'époque il n'y avait pas de centre pour les traumatisés crâniens. Mais bon, elle m'a impliquée, elle m'a obligée, enfin obligée, ouais. Non, bah, j'arrête de parler, je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je comprends qu'elle se demande pourquoi une femme de 47 ans vit à Montpellier chez ses parents. 10 ans plus tard, on reparle de ce jour-là. Elle ose alors me partager ses ressentis de l'époque. Quand je suis sortie de chez toi la première fois, je me suis demandé comment une femme de ton âge peut-elle encore vivre avec ses parents. Alors aujourd'hui, j'ose enfin te poser cette question. Pourquoi es-tu restée si longtemps chez tes parents, Christelle? Lorsque nous reparlons de cette période aujourd'hui, la situation a bien changé. Ma mère est décédée, mon père vit désormais dans une maison de retraite médicalisée, et moi, j'habite enfin dans mon appartement. Depuis le décès de ma mère, merci à mon oncle, parce que sans mon oncle, je sors encore dans la maison. Depuis le décès de ma mère, Jalila est devenue bien plus qu'une auxiliaire de vie. Elle est aussi une amie à qui je me confie sur différents sujets. Un jour, la conversation revient sur mon passé. Moi, si l'un de mes enfants souffrait d'une maladie chronique, je chercherai à lui permettre de faire sa vie, me dit-elle. Ces mots m'interpellent. Au moment où je vivais encore chez mes parents, la sclérose en plaques évoluait en silence depuis déjà des années. Chaque fois que je trouvais un emploi, la fatigue m'obligeait à écourter mes journées de travail. Je comprenais vite que je ne pouvais pas exercer un emploi comme tout le monde. Mais c'est vrai que la maladie ne peut certainement pas tout expliquer. J'ai déjà quitté la maison familiale, mais après quelques mois, je suis revenue. J'ai déclaré une phobie sociale durant 5 longues années, qui faisait suite à une poussée de troubles cognitifs. À l'époque, personne ne savait qu'il s'agissait de la sclérose en plaques. Quand je suis revenue chez mes parents, avec 10 kilos de moins, j'ai repris mon rôle d'aidante familiale auprès de mon père handicapé. Mais au point de sacrifier ta vie pour tes parents, Christelle, me répliquait Jaïla. Je repensais alors à une phrase que ma mère me disait. Christelle, je n'ai rien contre le fait que tu partes de la maison, mais seulement quand tu auras trouvé un travail qui te permet de subvenir à tes besoins. Sur le moment, ces mots me semblaient tout à fait raisonnables. Mais aujourd'hui, je me demande si ce n'était pas surtout une excuse pour ma mère de m'empêcher de partir. Parce que pour que je puisse travailler, il aurait fallu que ce soit elle qui s'occupe de mon père, de son mari, et non pas à moi de m'occuper des besoins de mes parents. Pendant des années, j'ai pensé avoir de la chance que mes parents soient là. La fatigue chronique m'empêchait de tenir toute une journée de travail. Alors, j'ai suivi de longues études supérieures et en parallèle, j'ai exercé un élevage de chats persans à la maison. Tu sais, Christelle, ta mère, j'ai l'impression qu'elle n'a pas beaucoup aidé à ce que tu prennes ton envol. Sur le moment, ce que Jalila me dit me dérange. Puis, une autre phrase de ma mère remonte à ma mémoire. Et là, je commence à penser qu'elle a tout à fait raison. Christelle, je te suis reconnaissante de t'être occupée de ton père pendant la période où je travaillais. Sinon, j'aurais dû démissionner pour rester à la maison. Était-ce normal que ce soit moi, leur fille, qui joue ce rôle, qui est à rester à la maison pour m'occuper de son mari? N'était-ce pas plutôt à ma mère de s'occuper de mon père? Je ne savais pas si je devais dire s'occuper de mon père ou bien elle s'occuper de son mari, mais bon. Quand Jaïla me rend une photo de moi, quand Jaïla me tend une photo de moi, sur laquelle j'apparais avec 22 kilos de moins, je me souviens tout de suite. Je réalise que cette Christelle est celle d'il y a seulement 2 ans. 3 semaines d'hospitalisation destinées à me sauver la vie m'ont profondément marquée. Mon poids était devenu si faible que les médecins ont dû poser une sonde nasogastrique pendant plusieurs mois afin de rééduquer mon estomac. Je me revois très bien en ce début d'après-midi de janvier 2024. Une orthophoniste, un soir, de l'hôpital me demande de manger et de boire devant elle. Cela m'est impossible. Même avaler de l'eau me pose un problème. Je sais que tout s'est aggravé avec ma contamination au Covid.
la perte de l'odorat et du goût. Mais aujourd'hui, je réalise que je suis en sous-poids, dénutrie et déshydratée, enfin plutôt j'aurais dû dire, je réalise que j'étais en sous-poids, dénutrie et déshydratée depuis des années. Mon corps aurait-il porté les conséquences d'un vécu traumatique qui m'était impossible de regarder en face? Au fond de moi, la réponse à la question de Jalila commence à émerger, mais sans pouvoir encore mettre un mot dessus. Je ne suis pas partie parce que je n'avais pas la santé et parce que je n'avais pas l'argent, mais surtout parce que j'étais sous l'emprise maternelle. Aujourd'hui, je comprends que cela a aussi atteint ma santé. En reprenant du poids, j'ai commencé à ouvrir les yeux et à pouvoir devenir enfin actrice de ma vie. Pour ma mère, j'étais à la fois sa psy et sa confidente, mais aussi l'aidante de mes parents. Si je repense à la petite fille que j'étais et qui cherchait en vain l'affection de ses parents, je comprends mieux comment j'ai pu accepter de vivre le faux amour de mon grand-père paternel. En réalité, je sais aujourd'hui pourquoi je ne suis pas partie. On ne quitte pas le clan familial si facilement. Partir, c'était me séparer de mes parents pour devenir un individu. Le jour où j'ai demandé à Jaïla de me prendre en photo pour voir mon corps d'anorexique, j'ai pris pleinement conscience de mon état. Je lui ai dit en pleurant, plus jamais ça. Un an plus tard, avec 24 kilos de plus, je fais 58 kilos en ce moment, j'ai ressenti l'envie d'écrire mon témoignage. En écrivant, j'ai compris que ce que j'avais vécu était grave. Pendant longtemps, la famille avait voulu que je banalise ce que je vivais. Il m'a fallu du temps pour parvenir jusqu'au mot incestuel. En cherchant le lien entre mon vécu et ma santé, j'ai découvert les mots maladie auto-immune, anxiété sociale et troubles du comportement alimentaire, non anorexie. Alors aujourd'hui, je peux répondre à la question de Jaïla. Mais surtout, je peux donner du sens à cette santé traumatique. Avoir connu 5 années de phobie sociale, 30 ans d'anorexie et 26 ans d'errance médicale avant que ma sclérose en plaques ne soit reconnue est une épreuve immense. Mais aujourd'hui, je sais enfin une chose. Je ne suis plus prisonnière du camp, je ne suis plus prisonnière du clan familial et ma parole peut prendre sa liberté. Voilà. Voilà ma vie. Bref, je vous ai livré, je me suis livrée. Voilà. Je vais me dormir maintenant, il est tard, il va être 2h du matin. Hein,